15h44, il nous rejoint, Aymeric Didet. Bonjour Aymeric. Bonjour. Directeur de la gestion de Pergame. Vous allez rendre votre verdict face au marché. Ce moment qu'on va vivre, ce verdict que vous allez rendre, est-ce que vous l'assumez ? Oui, je l'assume. On vous écoute. Et j'assume que l'euro qu'on connaît assez faible, assez fort actuellement, c'est pas une si mauvaise chose pour l'Europe et la France. Ah tiens. L'euro fort, l'euro qui monte face au dollar, vous dites que c'est pas une mauvaise chose pour l'Europe et c'est pas une mauvaise chose non plus pour la France. Vous préférez un euro fort qu'un euro faible, Antoine ? On n'est pas chez Trump ici. On aime une monnaie qui veut dire quelque chose, enfin, qui a un bon point d'équilibre et qui est robuste. Exactement, et avoir une monnaie robuste, c'est aussi un signe de bonne santé de l'économie intérieure, ça c'est quelque chose d'important. Et puis pour nos industries, et pour de nombreuses industries, on n'oublie pas qu'ils importent des matières premières, et donc ils les importent forcément un tout petit peu moins cher quand l'euro est fort. Donc on met souvent en avant tout le côté exportateur, grande valeur exportatrice, mais il y a aussi tout un tissu économique qui profite d'un euro assez fort, et on oublie souvent que la France est plus importateur que exportateur. Donc c'est là où aujourd'hui j'insiste un tout petit peu sur cette notion, et j'insiste également sur le fait que les grandes entreprises, souvent exportatrices, ont aussi cette capacité à pouvoir produire à l'extérieur du pays. Et très souvent on voit qu'elles ont des usines dans d'autres pays où elles importent aussi des choses en dollars. Donc c'est là où finalement l'euro fort n'est pas une si mauvaise chose pour beaucoup d'entreprises, contrairement à ce qu'on lit très souvent. Même si le luxe dont on va parler, Kering, bien sûr, sa publication dans un instant, mais même si le luxe donc souffre de l'euro fort, même si l'aéronautique souffre de l'euro fort, il y a plus à y gagner dans cet euro fort qu'à y perdre. C'est votre regard. C'est ça. Il y a certaines industries qui sont beaucoup plus touchées, en effet, dont on parle souvent, parce que c'est assez emblématique de parler du luxe ou de l'aéronautique. Oui. Donc c'est vrai qu'on les met tout le temps en avant quand on parle des monnaies aujourd'hui. Mais à côté de ça, n'oublions pas tout le reste des entreprises, et particulièrement également les petites entreprises, parce qu'on les met rarement en avant, et c'est un tissu industriel qui a plutôt tendance à bénéficier, encore une fois, d'un euro fort et d'un dollar plus faible. Donc pourvu que l'euro continue à monter, c'est ça l'idée ? En tout cas qu'il se stabilise déjà, ça sera déjà pas mal. Parce avec modération alors. L'équilibre des monnaies, c'est jamais une mauvaise chose. Et là, on a connu un épisode de forte hausse de l'euro et de baisse du dollar. On retrouve des zones d'équilibre qui sont entre 1,15 et 1,25, qui sont plutôt bonnes. Alors là on parle d'un râteau, entre 1,15 et 1,25, mais les parités d'échange historiques, c'est autour d'un 18, donc clairement on est plutôt autour d'une parité d'équilibre. Et pour ceux qui nous suivent et nous regardent comme ça, quelques idées de valeur qui profitent particulièrement du niveau actuel, de la récente dynamique de l'euro face au dollar ? Ça dépend si vous êtes haussier ou baissier à court terme, évidemment. Si vous êtes haussier sur le dollar, évidemment il faut rejouer les valeurs exportatrices. Si vous ne l'êtes pas, vous allez plutôt regarder les valeurs qui sont plus tournées vers la consommation intérieure. Vous allez regarder les infrastructures, vous allez regarder ce genre de sociétés qui sont moins touchées par la problématique de change. Kering, on y va dans Kering ? Incroyable quand même. Kering a publié, on n'attendait pas grand-chose de l'année 2025, qui était une année de transition avec l'arrivée de Luca De Meo, mais qui n'a toujours pas d'ailleurs annoncé son plan stratégique, ce sera en avril, donc il n'y avait pas grand-chose à en attendre. Le peu qu'il en ressort est vraiment applaudi, acheté par le marché. Kering gagne 10% en ce moment, de loin la plus forte hausse du CAC 40. Vous voyez beaucoup de signaux prometteurs pour la suite dans cette publication, vous, Aymeric ? En tout cas, on voit que ce qu'il a annoncé est en train de se produire, ça c'est quelque chose d'important. On a des premiers signes d'amélioration, c'est-à-dire que la détérioration qu'on avait notamment sur Gucci, elle est moins forte que prévu. Donc ça, c'est plutôt des signes relativement bons. Que la dynamique en Asie est plutôt bien orientée. Que le plan de désendettement du groupe, il prend place. Donc on est plutôt rassuré. C'est plutôt une publication, ce qu'on appelle rassurante. Alors quand vous avez des valorisations qui ont été quand même fortement abîmées, massacrées, pas forcément à juste titre, on est plutôt rassuré, et toute bonne nouvelle est bonne à prendre, et nous fait dire que nous, on fait partie de ceux qui pensons que le luxe n'est pas du tout à jeter à la poubelle sur le long terme, mais au contraire, profiter toujours mettre un peu de valeur de luxe sur ces niveaux de valorisation, que ça soit Kering, mais aussi LVMH ou Hermès. Mais clairement, celle qui était le plus maltraitée ces dernières années, ça a toujours été Kering. Donc, de voir qu'il y a un patron d'industrie qui arrive, fort, puissant, on connaît sa renommée, qui arrive aujourd'hui avec beaucoup de choses à faire, et qu'il commence dès maintenant à nous donner des messages rassurants, c'est plutôt de bon augure pour la suite. Donc oui, on est positif sur Kering. Des signes d'amélioration sur la fin d'année dernière pour Gucci, et malgré la chute des bénéfices quand même, sur 2025, Kering soigne ses investisseurs avec l'annonce d'un dividende ordinaire de 3 € par action et un dividende exceptionnel aussi d'1 € supplémentaire.
Exactement, ça fait jamais de mal d'être rémunéré en tant qu'actionnaire, parce que quand on possède une action d'une entreprise, c'est bien de recevoir un dividende. Qui sera financé par la vente de Kering Beauté à L'Oréal. Voilà. Oui, il y a beaucoup de choses autour du désendettement du groupe. Donc c'est important de voir que cette trajectoire qui était dans sa feuille de route, prend forme, et c'est en ça que c'est rassurant. C'est que ça fait partie des personnes qui s'attaquent à tous les problèmes. Il va attaquer sur toutes les marques du groupe pour améliorer les marges. Donc on voit qu'il prend vraiment les sujets à bras-le-corps, et c'est ça qui est rassurant, qui est salué par le marché aujourd'hui. 16 avril, donc Kering, Luca de Meo annoncera son plan stratégique qui devrait plus vendre du rêve mais de la discipline, et c'est là que le luxe chez Kering redeviendra sans doute une industrie, c'est le but. Ce plan stratégique qui sera présenté où ? À Florence, le fief de Gucci, c'est tout un symbole. Tout un symbole, et c'est ce qui nous fait penser que les sujets sont bien adressés, et qu'il y a de l'ambition, peut avoir de bonnes surprises sur, encore une fois, ça fait partie de ces groupes industriels de référence qui avaient des bijoux à l'intérieur et qui méritent juste d'être bien façonnés et améliorés pour être bien vendus. Et alors c'est le roi du marketing aussi, Luca de Meo, parce que Antoine, la Renaulution, c'est Luca de Meo, c'est ça ? Ça vient de lui ? Voilà. Oui, c'est ça. Pour Kering, ce sera le plan, enfin en tout cas c'est ce qui se dit beaucoup en interne, Reconquering. C'est un beau jeu de mots. Ouais. C'est un beau jeu de mots. Du wording. Ouais, on irait vers ça. Au niveau des agences de com, ils sont pas mauvais. Ouais, ils sont pas mauvais. Ça circule en interne, je crois que ça n'a pas encore été officialisé. Voilà, on irait vers Reconquering pour Kering. Il faudrait qu'ils nous inventent un nouveau Gucci. Voilà, ça ferait du bien. Mais bon, il faudra attendre le printemps, mais apparemment, ils sont très ambitieux dessus. Alors, on parle disruption toujours. On a l'impression qu'une nouvelle IA présentée, un nouveau secteur disrupté ces temps-ci. Il y a eu le juridique qui a vraiment pesé sur Capgemini l'autre fois. On a l'assurance aujourd'hui avec de nouvelles solutions IA qui pourraient supprimer certains pans entiers ou concurrencer les assureurs de manière de plus en plus pressurante. Et on a AXA qui perd 2,12%. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le marché cherche à se faire peur ? À chaque fois qu'il y a une nouveauté IA qui sort, on dit « Oh là là, tel secteur va être disrupté. Téléperformance explose en vol de 25% un matin sous prétexte que Klarna a plus besoin de hotline. » Enfin bref, on a l'impression qu'on joue à se faire peur. Ouais. C'est toujours la même chose sur les marchés. On prend un thème et on l'extrapole au maximum. On a eu le thème du .com, on a eu le thème de la crypto-monnaie, on a le thème de la blockchain, on a eu le thème des jeux vidéo à une époque. Là maintenant, c'est le thème de l'IA, et après, c'est industrie par industrie. On s'attaque à l'assurance. Il y a sûrement des pans de l'assurance qui vont évoluer dans le futur. Ça reste quand même des business extrêmement rentables. Vous le regardez, vous êtes assuré 10 fois sur votre responsabilité civile par 10 assureurs différents, potentiellement. Donc, il y a des choses qui vont évoluer sur tous les secteurs, évidemment, mais ça fait partie de la vie des industries. Et là, ce qui met le feu aux poudres quand même, Aymeric, c'est qu'on a une nouvelle plateforme basée sur l'IA qui s'appelle Insurify, qui lance un outil de comparaison des assureurs pour souscrire directement chez le concurrent. C'est-à-dire que ça va vraiment faire une pression sur les marges des assureurs, ce genre d'outil. C'est pas une disruption. On avait déjà des comparateurs d'assurance dans le passé. Donc c'est là où le marché extrapole en disant on va vous faciliter la démarche suivante qui consiste à appuyer sur le bouton pour souscrire un nouveau contrat. Donc il n'y a pas de disruption pure au niveau de cette histoire. Mais encore une fois, ça fait partie des évolutions, et actuellement l'intelligence artificielle met l'accent sur certains sujets. Elle va faire obliger les groupes donc à évoluer sur leurs offres. J'ai tendance à dire tant mieux. Bon, le marché vend un peu le secteur de l'assurance, c'est vrai. AXA est lanterne rouge du CAC. On n'est pas sur du moins 10%, on est sur du moins 2%. Ça reste très, très limité, effectivement. Et Allianz aussi qui recule de 2,5%. Comme vous dites, ça va. On limite les dégâts. Est-ce que dans les Magnifiques 7, dans les 7 magnifiques, avec ces montagnes d'investissement annoncées, le premier qui tombera réellement sera celui qui décidera de couper le premier, ses rachats d'actions? Parce qu'avec ces montants absolument dingue d'investissement, ils ne pourront plus racheter leurs actions comme ils le faisaient par le passé. Est-ce que le premier qui annoncera moins de rachats d'actions sautera ? Sautera, j'irai pas jusque-là. Il va y avoir des remous, ça a déjà commencé. On voit l'évolution des Mag 7. C'est pas un long fleuve tranquille, surtout en ce moment quand on voit les chiffres de Microsoft ou Amazon. On sent que il y a des gros sujets sur les montants, les capex, les montants d'investissement liés à l'IA. Donc c'est des sujets importants.
Maintenant, c'est vraiment les leaders qui vont s'en sortir et qui vont très très bien s'en sortir sur cette histoire-là, que sont Alphabet, très clairement, parce qu'ils ont un moteur d'IA qui est l'un des plus robustes, oui. Ça c'est la première chose. Et la deuxième, ceux qui finiront de toute façon par s'en sortir, c'est ceux qui ont les données et les data centers. Donc ils ont raison de se lancer comme ça, mais à corps perdu, duel à mort, quoi, dans des investissements par centaines de milliards. D'accord. C'est un mal nécessaire. Ouais. Donc, et encore une fois, c'est les grands qui s'en sortiront le mieux. Amazon n'a pas racheté une seule de ses propres actions depuis le deuxième trimestre 2022, quand même, mine de rien. Ça fait quelques années déjà qu'ils n'achètent plus leurs propres actions. Alphabet a réduit l'an dernier de moitié ses rachats d'actions aussi. Donc ça a commencé ce mouvement. Ouais, ça n'a pas empêché Alphabet de faire 65% de hausse l'année dernière. Oui, c'est vrai. Non, mais tout à fait. Et puisqu'on est dans les rachats d'actions, alors est-ce qu'il faut attendre le même genre de mouvement dans le secteur de l'énergie? Tout à l'heure, BP a annoncé couper ses rachats d'actions, pas son dividende, mais ses rachats d'actions. Demain, c'est Total Energy qui va annoncer ses résultats. On sait que les cours du pétrole plafonnent beaucoup en ce moment. Est-ce qu'on va vers moins de rachats d'actions dans l'énergie? C'est difficile à dire, savoir si on va vers moins de rachats d'actions, mais en tout cas, c'est un secteur qui est compliqué parce qu'il évolue beaucoup avec la géopolitique comme soutien et plus le fondamental comme soutien. Et c'est ça qui devient compliqué dans ce secteur-là, quand on voit qu'il y a plus de production, qu'il y a plus de pétrole sur le marché, c'est pas de nature à faire monter les cours du pétrole à moyen et long terme. Donc à part la géopolitique et à court terme, on a eu l'Iran qui a fait monter les cours du pétrole. Sinon, les cours du pétrole ont plutôt tendance à être bas, donc c'est pas bon pour les valeurs pétrolières. Donc qui coupent leur rachat d'actions, c'est aussi parce que ils sentent que l'activité principale est quand même pas forcément au beau fixe et qu'il vaut peut-être mieux garder un petit peu de cash et de liquidité à court terme compte tenu des cours du pétrole. Et il vaut mieux garder la promesse du dividende que les rachats d'actions, ne surtout pas vouloir garder les rachats d'actions pour risquer d'abîmer le dividende. Exactement, pas décevoir l'actionnaire. Les valeurs pétrolières tiennent beaucoup depuis des années. Parce que typiquement Total, il y a 5,5% de rendement. Et c'est ça. C'est pas négligeable dans la capitalisation des résultats. Quand on possède une action, même si elle bouge pas beaucoup, d'avoir ces plus de 5% de rendement, ça se prend chaque année. C'est très important dans la croissance de son portefeuille. C'est demain matin la publication de Total Energy, peut-être une annonce, on verra sur les rachats d'actions. Merci beaucoup Aymeric d'être passé nous voir.